Aujourd'hui, dans Nouveau Récit, on accueille Anne-Laure Simon, qui est ingénieure de formation, si je me trompe, entrepreneur social par vocation et co-dirige l'agence Déclic, un cabinet de conseil de formation en RSE et développement durable. Et depuis Rennes, donc, elle accompagne collectivités, entreprises et associations dans un mouvement que l'on pourrait appeler une réconciliation, celle de l'entreprise avec l'intérêt général. Et dans un moment historique où des milliers d'organisations se dotent d'une raison d'être, deviennent sociétés à mission, se mettent en conformité avec la CSRD, on oublie parfois que derrière les normes, il y a des choix. Des choix de gouvernance, de culture, d'engagement. Anne-Laure est de celles qui aident à faire ces choix. Elle structure des démarches complexes, mais toujours en gardant l'humain au cœur. Elle observe les signaux faibles, en anticipant les résistances et en construisant avec patience des trajectoires vers des modèles plus justes, plus durables et plus sincères. Ce qui frappe chez elle, à mon échelle, et ce que je connais de toi, c'est la cohérence. Cohérence entre le fond et la forme, entre tes convictions et les outils, entre les territoires et les stratégies. Et dans un monde qui exige de faire vite, tu nous rappelles qu'il faut surtout faire bien. Dans cet épisode, on parlera d'entreprise à mission, de gouvernance partagée, de transformation systémique, mais aussi d'échecs, d'ancrage territorial et de ces instants où l'on sent qu'un collectif commence à changer de cap. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Fouad Soie qui est bienvenue dans Nouveau Récit. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en Le plus. nouveau récit, c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui t'a plu à venir aussi. Son nouveau, c'est récit. Bonjour Anne-Laure, Bonjour Fouad, comment vas-tu? super bien, ravie Ouais. d'être là avec toi. T'as vu comment je me suis bien loupé là dans cette intro? C'est des choses qui arrivent, les La aléas du technique. direct. Ouais. On a un nouveau studio, tu l'as vu, qu'on a installé là, depuis quelques temps dans un endroit assez sympa qui s'appelle la passerelle Coworking. Et en fait, les aléas du direct, c'est terrible. Hein, C'est on ce qui rend les pense, choses ouais, vivantes. Ouais, exactement. C'est ce qui rend les choses vivantes, un peu comme les organisations. On ne peut pas penser que tout est parfait. Et Jamais. donc, pour nos auditeurs, évidemment, parce que maintenant ça se fait en live, il faut savoir que l'opportunité d'avoir ce studio, c'est aussi de pouvoir créer une meilleure connexion un peu avec notre audience, se dire que comme c'est déjà enregistré dans les conditions du réel, eh bien faisons-le en réel justement. Et Nouveau Récit, c'est donc un podcast qui parle de ce monde qui change par les acteurs qui y contribuent, qui essaient de proposer des nouveaux modèles, qui essaient de montrer une nouvelle voie dans un monde qui, on le voit avec l'actualité tout de même, est en tension permanente. En tension permanente. Et on a des personnalités qui ont décidé, alors j'ai pas envie de dire à la marge, mais qui ont décidé, voilà, de faire un pas de côté pour apporter aux organisations, aux entreprises, une nouvelle façon de mener leurs activités et de contribuer au monde et de contribuer à leur territoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'agence Déclic et que je t'ai invité pour ce nouvel épisode dont le titre est donc réconcilier l'entreprise avec l'intérêt général. Mon opinion étant qu'en réalité, l'entreprise est déjà bien ancrée et participe déjà énormément à l'intérêt général à différents degrés, à des différentes échelles, avec de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. J'ai l'impression ici de refaire une nouvelle introduction. Néanmoins, avant d'aborder voilà, toutes ces questions, j'aurais aimé te connaître davantage et notamment connaître un peu la Anne-Laure Simon de ses 10-12 ans qui va rentrer au collège, qu'on essaie déjà un petit peu d'orienter professionnellement, alors qu'il lui reste déjà tout à apprendre. Voilà. Comment tu te positionnais et comment tu te positionnais dans ce monde, dans ton collège, dans ton environnement, dans ta famille, hein, et comment tu te projetais à l'âge adulte? Je vais enlever le casque Ouais, du coup, tu pour me peux. mettre bien à l'aise. Alors, à 12 ans, 6e, j'avais une passion, c'était le sport. Donc, j'étais
hyper en mouvement, on va dire, Ouais. dans mon corps, physiquement. C'était un besoin certainement d'action. Et donc, j'étais fan de foot. Ah ouais. Et voilà. Et donc, à l'époque, on n'était pas beaucoup de filles fans de foot. Ouais. Le foot féminin était assez peu développé. Et donc, voilà, moi, c'était ma passion. Et donc, je me projetais en mouvement, en action. Je me souviens que j'avais dit à ma grand-mère, moi, je ne serais pas une femme d'intérieur, je serais une femme d'extérieur. Une expression qui me plaisait pas mal. Et donc, voilà, j'étais beaucoup en mouvement et je me projetais dans l'action, sur les terrains, avec peut-être aussi une petite dimension de compétition, mais j'ai jamais rêvé d'être sportive de haut niveau. Mais par contre, j'ai toujours rêvé de faire du sport et d'embarquer. Ouais. Et donc, je me projetais plutôt dans l'enseignement à ce moment-là. Tu m'as demandé 12 ans. Ouais. Donc, Ouais. vers 12 ans, c'était ça, en fait, mes rêves de faire du sport, d'agir, de bouger, d'être dans Ouais. l'action. Ouais. Et dans le partage. Et dans le partage, exactement, dans la transmission aussi. Je me voyais bien dans l'enseignement à ce moment-là, embarquée. Et puis, Tu avais une matière en particulier? à cette époque-là, Prof de c'était sport. prof de sport. Je Ouais. me projetais vraiment là-dessus et je faisais pas mal de liens avec la dimension aussi biologie, Ouais. corps humain, etc. Comprendre comment tout ça fonctionne. Tu connectais déjà ça, le fonctionnement du corps humain, au sport? Oui, je comprenais pas trop pourquoi on mixait pas les cours de SVT à l'époque et les Ah cours ouais? de sport. Ouais. Voilà, parce que je faisais des passerelles entre les sujets et je trouvais que c'était un peu trop cloisonné. Donc, Ouais. je trouvais ça dommage, en fait, de ne pas croiser un peu plus les matières. Voilà, à Ouais. cette époque-là, c'est ce que je me disais. Je me disais, ce serait quand même plus cool de faire le lien dans ce qu'on apprend en SVT avec la réalité de ce qu'on vit dans les gymnases. Et comment ça t'a quitté cette envie d'enseignement et de sport? Je me suis blessée physiquement, Mhm. donc j'ai vu que le corps était pas infaillible et que du coup, tout miser sur les conditions physiques, ça allait être compliqué pour en faire mon métier. Mhm. Donc j'ai passé un peu de temps en fait à l'IT, etc. Donc ça m'a bien arrêtée. Voilà, la vie a fait que je me suis blessée, que je me suis arrêtée. Donc ça m'a forcée à réfléchir un peu différemment. Et cette voie un peu tracée que j'avais au Ouais. collège, et m'a forcée à réfléchir à autre chose et à faire d'autres connexions sur d'autres centres d'intérêt. Et puis Ouais. au fur et à Lesquels? mesure, j'ai évolué. D'abord sur le volet médical. Moi, Mhm. je m'intéressais beaucoup au sujet médecine, corps humain, etc. Ouais. Et donc, j'ai fait une première année de médecine Mhm. avec l'ambition soit d'être médecin, soit d'être sage-femme. Et puis, comme beaucoup, j'ai échoué en première année de médecine. Et la Elle est question... dure cette année, hein. C'est pas simple. Ouais, c'est une année un peu entre parenthèses où tu fais vraiment que bosser. Et voilà. Et en fait, j'ai décidé de ne pas redoubler mon année de médecine en me disant que finalement, le ratio temps à y consacrer et moment de ma vie et l'envie de Ouais. découvrir d'autres choses et pas de m'enfermer que pour potasser Ouais. a fait que voilà, je me suis orientée vers d'autres voies. Ouais. C'est marrant ce sujet-là. Alors, on n'est pas. Je pense qu'on est déjà dans notre sujet. C'est-à-dire en fait la manière dont on se réinterroge face au monde, à ces presque dictats, à la manière dont nos aînés ont façonné ces modèles et notre relation au travail. Je pense en fait que la génération Y, encore plus aujourd'hui la Gen Z, n'a pas envie de se tuer à la tâche, a envie de reconfigurer son temps de travail en y passant peut-être pas autant de temps et puis en consacrant peut-être un peu plus de temps justement à sa vie personnelle et familiale et amicale et à son épanouissement personnel, etc. Et même d'ailleurs en faisant des sacrifices matériels. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment, ces débats se portent même sur l'intensité des études, notamment en classe préparatoire et en première année de médecine. J'ai l'impression d'entendre beaucoup de sujets autour du fait que c'est pas très épanouissant quand on fait Cagne ou n'importe quel autre prépa et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour entre guillemets participer en fait aux nouvelles élites, de travailler autant, de se faire aussi maltraiter, de mettre sa vie entre parenthèses, sans compter d'ailleurs aussi que souvent ce sont
non pas des lieux d'expérimentation, mais plutôt des lieux qui prouvent à quel point les inégalités, notamment sociales, sont extrêmement importantes. Tu vois, et que pour une personne qui aurait été issue de classe populaire ou moyenne, a infiniment plus de travail que d'autres étudiants, notamment parce que le capital immatériel et le capital culturel est aussi très handicapant, parce que voilà. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça, de notre nouveau rapport au travail? Oui, je trouve ton analyse est assez juste. J'ai toujours un peu de mal à faire des généralités, moi, perso. Du coup, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait que, en effet, en tout cas, moi, d'être monotâche et de me consacrer que sur un truc, c'était compliqué pour moi parce qu'il y avait une volonté, une curiosité, une envie de découvrir plein de sujets. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à être dans un couloir et à y rester. C'est certainement partagé par plein d'autres personnes de ma génération. Le métier que je fais aujourd'hui me permet de m'ouvrir à plein d'autres sujets. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est vraiment cool. Après, je pense que c'est aussi une force d'être en capacité de creuser, de tenir et d'être dans cette répétition sur toujours le même sujet et d'être en capacité aussi d'aller profondément sur pas mal de sujets. Et en ça, je suis assez admirative des gens qui ont cette capacité à centrer, parce qu'à l'inverse, je pense que parfois on zappe un peu et ça peut être un peu dommage, parce que parfois la profondeur, elle va se chercher dans la répétition et dans les années de boulot sur le même sujet, quoi. Et voilà, il se trouve que moi j'ai pas fait ce choix-là, en tout cas à ce moment-là, et que ma curiosité m'a amené vers plein d'autres trucs. Mais je pense que c'est aussi une force d'être capable de se plonger à fond et de creuser et de rester, en fait. Donc toi, tu as su en fait que tu étais quand même plutôt une généraliste plutôt qu'une spécialiste, donc. Exactement. Ouais. C'est exactement ce dont je me suis rendu compte, et que j'allais aller plutôt vers des métiers qui ouvrent sur d'autres sujets, même si c'est une vraie compétence d'être généraliste en soi. Mais voilà, c'est ça que j'ai appris. Après, je prends ton point sur le rapport au travail aujourd'hui et le fait d'essayer de trouver un équilibre, et le côté vous avez galéré, on a galéré, on a bossé, donc la nouvelle génération doit le faire aussi. Je pense qu'en effet ça atteint ses limites, et puis qu'on peut réussir, creuser, être des très bons professionnels tout en se faisant plaisir et en étant dans un environnement plutôt sain et constructif, quoi, et sans se tuer à la tâche, quoi. Je pense que l'équilibre est possible et même souhaitable. Mais je pense qu'on va y revenir de toute façon, hein, quand on va replacer, on va reparler de la place des organisations et aussi en fait des politiques RH, de la place des collaborateurs et la manière dont on repense un petit peu à nos façons de travailler. Mais pour revenir à cette première année d'études de médecine qui t'a fait justement dire que tu n'avais pas envie de passer toute ta vie à creuser les mêmes sujets, quel a été ensuite ton je vais dire en fait ton vecteur d'engagement? Il est hyper précis. Je me souviens de l'heure exacte, de l'endroit où j'étais, où ça a basculé pour moi. J'étais dans ma chambre de jeune étudiante. Voilà, je me souviens, j'avais une mini télé toute petite, et j'ai regardé le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange, sur le changement climatique. Donc c'est une conférence filmée dans lequel Al Gore, ancien vice-président des États-Unis et candidat malheureux, a décrit le changement climatique et tout ça. Et en fait, ça a été une vraie claque pour moi. Et ça venait à la fois titiller mon esprit scientifique, parce que j'ai plutôt ce type de centre d'intérêt. Et je me suis dit, tiens, voilà une problématique sacrément existentielle et sacrément forte. Et je me dis, si je dois me lever tous les matins dans les 40 prochaines années pour mon boulot, je pense que j'aimerais bien mettre mon énergie au service de ce sujet-là. Et donc, j'ai réorienté et je me suis intéressée au métier de l'environnement. Donc, ça m'a retombé sur des sujets un peu liés à la biologie, à la science de la vie et de la terre, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée d'abord en BTS, puis en école d'ingénieur.
à l'école des métiers de l'environnement à côté de Rennes D'accord. pour me consacrer et à apprendre en fait sur tous ces sujets en fait de gestion de l'environnement. Et Ouais. dans une école qui est assez pionnière, parce que c'est une école qui a un peu plus de 30 ans maintenant, dédiée exclusivement au métier de l'environnement. Et voilà, qui n'était pas si connue que ça, et dans laquelle moi j'ai construit tout ce qui me sert encore aujourd'hui comme méthodologie de réflexion, comme ouverture d'esprit, comme apprentissage de ce qu'est la science, ce qu'est le rapport à la vérité, mais ce qu'est aussi le rapport à l'expérimentation. Ouais. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup épanouie. Ça m'a aussi donné confiance, parce que j'étais à un moment où, quand on a passé le bac, on ne sait pas trop vers où aller. Puis, en tout cas, pour mon cas, il y avait une petite perte de confiance en moi, et j'y ai rencontré des enseignants qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée et qui m'ont poussée à poursuivre mes études en me disant, mais si, t'as ta place. Donc voilà, donc je suis hyper reconnaissante de ça de la part des enseignants, et je pense que voilà, le rôle d'enseignement, c'est un fil conducteur dans ma vie, qui continue à me porter et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a marquée. J'ai vraiment une reconnaissance pour les profs que j'ai croisés. J'en faisais, pas mal. Aujourd'hui, le développement de l'entreprise fait que j'ai un peu moins de temps pour faire ça. Mais ouais, j'en ai fait plusieurs années, notamment à l'école des métiers de l'environnement. Alors, je t'ai coupé parce que tu allais dire quelque chose de très intéressant sur le rôle, évidemment, des enseignants. On se souvient tous et on sait tous qu'on a malheureusement des enseignants qui n'ont pas forcément été extrêmement encourageants et qui peuvent même stopper des lancers, des motivations, des carrières. Ça peut, voilà. Mais il y en a d'autres qui peuvent les générer et qui peuvent nous encourager, même quand on a des difficultés. Ils peuvent identifier chez nous ces petites étincelles et essayer de nous faire sortir un petit peu de nos doutes de nous. Tu vois, ceux-là, tu les as croisés. Est-ce que tu crois que ces personnes-là existent aussi dans les entreprises, dans sa vie sociale, au sein des associations? Comment tu perçois l'impact et le rôle des personnes qui nous entourent dans nos trajectoires personnelles, sans qu'on les désigne nommément comme ce qu'on pourrait désigner comme des mentors? Ouais, c'est ça, parce que c'est le mot qui me venait, tu vois. Oui, bien sûr, on a des mentors. En tout cas, on a des personnes qui nous inspirent, qui nous bousculent. Moi, j'aime bien repérer les gens qui m'impressionnent. Ou souvent, il y a un petit rapport aussi on a un petit peu peur de ces gens, parce que comme on a un petit peu peur de son professeur parfois, parce qu'on a envie de se mettre dans ses pas, on a envie de recevoir ses conseils, mais on a aussi envie d'être à la hauteur de la considération qu'il peut nous donner. Donc, il peut y avoir une petite asymétrie dans la relation. Et moi, j'aime bien quand je repère une forme d'asymétrie dans la relation avec certains interlocuteurs, d'essayer de comprendre et de me dire, ah oui, en fait, c'est ça qui se joue, et en fait, j'aimerais avancer vers ce que lui ou elle est capable de faire, et ça m'inspire, quoi. Et ça, on peut les repérer dans son parcours professionnel, dans l'entreprise et ou dans les assos dans lesquels on est, ou même dans sa vie perso, quoi. Et c'est hyper précieux. Moi, par exemple, je pense à ça dans ma première expérience professionnelle. J'ai rencontré une DRH qui m'a marquée et que j'ai trouvée hyper inspirante. Et voilà, et je me disais, tiens, j'aimerais bien sur certains aspects avoir ses compétences, ou en tout cas sa finesse d'analyse, par exemple. Après mon métier de consultante, pareil, j'ai toujours eu comme ça des figures un peu mentors, ou en tout cas qui m'inspiraient. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide aussi à avancer et à cheminer. Un peu comme des enseignants, des passeurs, des gens qui vous transmettent des choses, quoi. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas forcément des personnes dont on prendra tous les enseignements bout en bout. Non. On va se retrouver à appliquer une philosophie un peu maximaliste, mais on va plutôt prendre un exemple, un sentiment, un conseil ou quelque chose qui, effectivement, dans l'exercice de leur fonction ou dans une discussion, nous a... La question que je me pose parfois, en fait, c'est de savoir de quelle façon on peut cultiver ça, d'une part, comment on peut aussi le transmettre, et comment on peut aussi
sortir d'une certaine manière et prendre du recul par rapport à ce que ces personnes nous enseignent. Euh, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que je pense que ces mentors sont des tout et que il est parfois peut-être difficile d'isoler un conseil de tout ce qu'ils savent par ailleurs. Mm. Euh, et c'est un peu aussi comme les entreprises. C'est difficile en fait d'appliquer un exemple typique d'une stratégie ou d'un aspect culturel, économique, quoi que ce soit de cette entreprise pour l'appliquer à la sienne si on n'a pas compris l'effet systémique que produit cet effet. Carrément. Est-ce que, parce que on parle d'environnement, on va revenir encore une fois sur ces engagements-là. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que il y a vraiment déjà beaucoup de questions qui m'intéressent. Mais à ce moment-là, quand tu vois Al Gore, quand tu vois ces enjeux climatiques énormes qui se présentent à nous, dont on n'avait pas encore forcément vraiment très conscience ou qui n'était pas encore formalisé aussi dans le débat public comme il l'est aujourd'hui, même si on est encore assez loin du compte sur son traitement et médiatique et économique. Comment concevais-tu justement ta place ou notre place aussi dans notre environnement, encore une fois, environnement naturel et environnement social? Bah, déjà, le terme environnement en lui-même, il est intéressant parce que c'est ce qui nous entoure, en fait. Et donc, tu peux le voir à plein d'échelles. Tu peux voir voilà, la pièce dans laquelle on est. Là, actuellement, c'est notre environnement. La ville, le quartier, la ville, la région, jusqu'à la planète. Donc, la dimension environnement, ça dépend... Il y a vraiment un effet... un peu comme Google Earth, là, où tu zoomes, tu dézoomes, ça dépend ce que tu regardes. Donc, ça peut être, tu peux même aller l'univers et tout ça. Donc, c'est assez intéressant de naviguer sur ce champ de qu'est-ce que c'est que l'environnement. Donc, moi, je me suis concentrée dans mes études sur ce sujet-là, et notamment sur la partie changement climatique. Après, j'ai découvert plein d'autres éléments et j'ai découvert surtout ce qu'on voit beaucoup quand on essaie d'étudier les phénomènes vivants, naturels, même si le changement climatique n'est pas forcément naturel, mais en fait, c'est la complexité, l'intrication entre les différents sujets. Et j'ai découvert ce modèle-là, hein, le modèle de la complexité, c'est-à-dire que tu n'es pas toujours capable de faire le lien de cause à effet de manière immédiate. Et qu'en fait, il y a plein de sujets qui sont liés les uns aux les autres, et tu es dans une vision plutôt systémique, globale. Et ça m'a vraiment passionnée comme manière de penser et de voir le monde. Et donc, j'ai tracé ce chemin-là au fur et à mesure en venant petit à petit rajouter des briques, dont la brique sociale, parce qu'assez vite, quand on réfléchit aux questions environnementales, c'est pas décorrélé en fait des sujets sociaux. Au contraire, c'est même très très lié. Et puis plus tard, encore après, c'est la brique plutôt économique, et notamment via l'entrepreneuriat, qui m'a permis d'avoir, j'ai envie de dire, un terrain de jeu où à la fois il y a plein de boutons différents sur lesquels agir, mais où il y a où tu recherches une cohérence globale dans cette complexité. Et donc c'est là que voilà, toutes les notions de développement durable au sens large m'ont paru être une manière de voir les choses assez puissante et assez transformatrice en fait. Donc voilà, je suis venue comme ça. Mais au final, pas tant pour exercer exercer dans cette dimension scientifique et technique, c'est-à-dire en essayant d'apporter des solutions. Encore une fois, d'un point de vue technique, je fais référence effectivement à ces études d'ingénierie, où on vient donc essayer de régler un problème par un prisme souvent technologique. Techno, ouais. Tu vois, mais plutôt donc aujourd'hui avec l'agence Déclic, tu vas avoir l'occasion de le présenter, plutôt en agissant sur les phénomènes économiques et sociaux. Tu vois. Pourquoi abandonner la technique au profit du social, des SHS, des sciences humaines et sociales? En fait,
j'ai découvert l'ingénierie, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis plongée dedans. Donc, c'était des process, notamment des process industriels, etc. Et en fait, tu réponds bien à pas mal de problèmes avec la technologie et tu as un vrai pouvoir d'action. Et tu as voilà, je sais pas, tu prends l'eau polluée, tu la mets dans une station d'épuration, elle en ressort moins polluée, etc. Donc ça règle un certain nombre de problèmes. Mais assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problématiques globales que tu pouvais pas régler qu'avec de la technique. Et qu'en gros, mes tableaux Excel d'ingénieur avec, je sais pas, mes facteurs d'émission de tel ou tel truc, etc., c'était super, mais qu'il manquait quelque chose dans la partie transformative des comportements, transformative des gens. Et je me suis heurtée aussi dans la conduite du changement à ce que en fait, tout ne se règle pas avec de la technique et qu'il fallait certainement hybrider les approches. C'est-à-dire que tu peux pas dire c'est que du social, que de l'humain, etc. On n'a pas besoin de technique. Et à l'inverse, si tu es centré que sur la technique, je pense que tu passes à côté du sujet. Et donc, je pense que c'est intéressant d'être dans l'hybridation et on a besoin, en fait, probablement un peu des deux. Et pour pouvoir appréhender cette complexité, essayer de mettre des zones, des petits spots à certains endroits pour éclairer un sujet. Parfois, c'est plutôt la vision scientifique, technique, pure qui va vraiment nous aider à être hyper pertinente, et parfois pas. Donc, c'est en mixant les deux, aujourd'hui, que je trouve qu'on s'approche de quelque chose d'efficient, en fait, pour pouvoir avoir des résultats et faire avancer les choses. Donc, voilà, donc j'ai pas choisi mon camp en mode... ingénieur. J'aime bien dire que voilà, je suis une ingénieure qui aime pas trop les tableaux Excel et qui aime bien aussi échanger, discuter, lire et essayer d'aller sur des champs également de l'accompagnement et du social, en fait. Ouais. Et tu l'as dit avec beaucoup de justesse. De toute façon, on ne peut pas de toute façon exclure le champ du social de l'environnement pour une raison quand même qui est aussi assez simple, c'est que l'impact aujourd'hui des modifications environnementales sont extrêmement importantes auprès de toute une catégorie de classes sociales, notamment en fait malheureusement les plus défavorisés, qui n'ont ni les moyens en fait de contribuer de manière significative à leur résolution ou à la marge, et qui malheureusement en fait sont impactés en premier lieu par ces bouleversements. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Et on se dit, ok, très bien, aujourd'hui en France, on a un État qui est plus ou moins bien fonctionnel, même si je pense que évidemment on le voit avec l'actualité et depuis un certain nombre d'années, des crises qui continuent de durer pour ne plus être des crises, mais genre juste un état de normalité, on n'arrive plus à régler les problèmes. Et un milieu associatif qui souvent agit en partenariat avec l'État pour apporter des solutions, notamment socialement, mais a du mal, parce que c'est souvent un bras armé, et un bras armé financé par l'État, mais de finances qu'on n'a plus. Et il reste un type d'organisation qui sont les entreprises, et qui peuvent apporter ce mieux, qui le font déjà depuis un certain nombre d'années, qui intègrent la pile environnementale, justement depuis peut-être une vingtaine d'années, certaines depuis un peu plus, on l'espère beaucoup plus au fur et à mesure que le temps passe. Comment toi analyses-tu en fait la situation et le moment dans lequel nous sommes, et comment figures-tu cette transition, notamment au sein des entreprises, pour pallier à ces problématiques?
Pour poursuivre ce que je disais avant du décloisonnement des sujets techno versus technique versus humain, etc., vu qu'on est dans une forme de complexité et de difficulté à faire les liens de cause à effet de manière directe, parce qu'il y a plein d'interactions diverses, pour résoudre une partie des problèmes, pour moi, une des clés, c'est la coopération entre acteurs. Tu parlais de l'État ou les collectivités, la sphère publique, les assos et les entreprises. Tout ça est un maillage, un tissu qui a vocation, je pense, à travailler beaucoup plus main dans la main, à trouver des synergies, des coopérations pour pouvoir essayer de détricoter cette complexité où un acteur tout seul ne peut pas régler les problèmes, en fait, de manière forte, descendante, parce qu'il y a trop d'interactions et trop de biais, d'effets de bord. Et en fait, voilà, on est obligé de collaborer beaucoup plus fortement. En tout cas, nous, c'est ce en quoi on croit à l'Agence Déclic, et on a construit toute l'entreprise autour de cette notion-là, de triptyque des acteurs sur un territoire donné, c'est-à-dire ancré aussi géographiquement, parce que on parlait de l'environnement, c'est quoi, à quelle échelle, et je pense que le périmètre géographique est hyper important pour moi pour cibler les actions. Tu fais pas la même chose à l'échelle d'un département qu'à l'échelle d'un État, qu'à l'échelle de l'Europe, et trouver les bons maillages territoriaux après interacteurs pour jouer et pour régler les problèmes, ça me paraît être hyper clé. Et ça, c'est en recomposition, je pense, par rapport aux nouvelles problématiques qu'on a à traiter aujourd'hui, environnementales, sociales, etc. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et par rapport à ta question sur où en sont les entreprises par rapport à ces sujets, et notamment au sujet environnemental, en fait, il y a des entreprises qui portent dans le cœur de leur modèle d'affaires des réponses aux problématiques, notamment environnementales. Donc ça va être un certain nombre d'éco-industries, par exemple, c'est le cœur de leur activité, où là, ça peut être un peu paradoxal, parce qu'en fait, leur modèle économique est assis sur le fait de résoudre des problèmes environnementaux. Donc, tant qu'il y a des problèmes environnementaux, elles ont raison d'exister. Voilà, c'était le cas notamment, je pense, sur des questions d'énergie ou de déchets, ou peu importe. Et puis, il y a toutes les autres entreprises qui doivent intégrer ces notions environnementales de manière de plus en plus forte. Au départ, c'était plutôt par conviction. Tu disais, il y a une vingtaine d'années, où en effet, c'était plutôt par conviction. Aujourd'hui, moi, je ne rencontre pas un dirigeant d'entreprise qui n'a pas pris conscience que son propre modèle économique de structure était en danger par le changement climatique et par les conséquences du changement climatique pour son activité. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion aussi en termes de risque, d'adaptation et d'intérêt d'atténuer le changement climatique. Donc, et moi, j'ai vraiment vu une bascule au moment du post-Covid du côté des dirigeants. C'était plus la question, tiens, l'environnement, est-ce qu'on l'intègre ou pas dans nos activités, dans notre stratégie d'entreprise? C'est devenu comment on le fait. C'était plus doit-on le faire. Et ça, finalement, en tout cas de ma fenêtre, c'est relativement récent, cette vraie grosse accélération de prise de conscience des dirigeants d'entreprise sur le volet environnemental notamment. Est-ce que tu as une idée de la proportion entre ces entrepreneurs, chefs d'entreprise convaincus qui sont passés à l'acte en mode on doit maintenant mettre en œuvre un certain nombre de décisions pour parer à ces enjeux, versus le reste de la planète qui n'en sont pas encore là, qui n'ont pas encore lancé de démarche, ou qui en sont tout simplement en fait au stade préliminaire de leur réflexion. C'est-à-dire entre entreprises engagées d'un côté et puis pas désengagées, mais en tout cas pas concernées. Pas concernées, je pense que aujourd'hui c'est quand même une minorité. Pas concernées du tout, c'est un non-sujet. Après, je pense que voilà, il y a un gros ventre mou d'entreprises qui sont concernées, qui ont du mal aujourd'hui à passer à l'action pour plusieurs raisons, pas forcément pour des raisons de conviction, pour des raisons de moyens, de ressources pour le faire, pour des raisons d'accessibilité à l'info et de comment on s'y prend, parce que ça reste des sujets nouveaux. Les dirigeants aujourd'hui, c'est des gens qui ont entre
45 et 65 ans, on va dire, Mmh. majoritairement. Donc c'est quand même une tranche d'âge qui n'a pas été formée en fait à ces sujets-là. Donc en gros, ils se font un peu challenger dans notamment les déjeuners de famille avec leurs enfants, Mmh. etc. Mais c'est des gens qui sont pas forcément pas concernés, mais c'est juste que en fait, ils savent pas forcément par quel bout prendre le truc, quoi. Mmh. Et c'est pas leur zone de confort. Je sais pas, s'ils ont fait des écoles de commerce il y a tant d'années, c'est pas des trucs qu'on Mmh. apprenait, quoi. Donc, t'en as qui se forment, qui participent à des démarches collectives, qui font partie de réseaux d'entreprises et qui s'ouvrent à ça et qui, du coup, ils vont comme ça. T'en as d'autres qui, c'est pas séparé, hein, mais qui se font accompagner et qui mettent des ressources et des moyens. Encore faut-il les avoir, ces ressources et ces moyens. Et on est aussi avec toute une frange de dirigeants qui ont pas les moyens, soit en termes de temps, soit en termes de ressources économiques, qui sont un peu à flux tendu à tous les niveaux et qui du coup sont un peu dans la quadrature du cercle, sont conscients, mais n'ont pas encore pleinement la capacité à agir, quoi. En tout cas, Mmh. c'est un peu le panorama, moi, de ce que je D'accord. vois et des gens que je rencontre là-dessus. Mais je rencontre plus de dirigeants climato-sceptiques ou... Ouais. Alors peut-être que je vais pas dans les bons endroits, C'est ça. c'est possible Tu es aussi, certainement, déjà hein. dans les endroits engagés, mais Peut-être en partie, il y a forcément un biais mmh. là-dessus, mais par rapport à ceux que je rencontrais il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, Ouais. il y a quand même une vraie différence, quoi. Ouais. Et sur quelle théorie ou sur quel problème à résoudre l'agence Déclic s'est créée? Alors au tout départ, l'agence Déclic, c'est une agence qui est plutôt tournée vers les collectivités Mmh. et vers la question des achats, parce que des achats publics. En gros, comment on aide les collectivités à acheter mieux et comment on aide les entreprises à répondre au marché public et à devenir un acteur en fait de la vie publique et un prestataire de la sphère publique. Mmh. Et donc, tu faisais le lien tout à l'heure entre les différents acteurs. Et c'était vraiment ça l'idée originale de l'agence Déclic, de se dire, en fait, sphère privée, sphère publique, ont tout à gagner à mieux collaborer ensemble. Et finalement, l'achat est le point de rencontre assez évident, formel, contractuel Ouais. entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc l'agence Déclic s'est vraiment créée là-dessus. Et puis après est venue la notion de comment en fait on aide les acteurs privés à encore plus intégrer la notion d'intérêt général, au-delà de devenir prestataire d'un acteur public à travers un achat, en intégrant dans sa propre stratégie et ses pratiques la notion d'intérêt général, avec l'outil qui est la RSE, qui a été normée dans les années 2012, pour avoir en fait un guide et intégrer dans ses pratiques cette notion notamment d'intérêt général, en tout cas, je dirais d'aller au-delà de la performance économique pure, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle s'est créée, sur ces fondements-là, avec l'idée, en gros, pour qu'un territoire soit plus durable, il faut que le public, le privé, les associatifs se parlent, se connaissent, se comprennent, et qu'en utilisant des outils différents, pour autant, contribuent tous à l'intérêt général, Ouais. ou en tout cas à la durabilité du territoire sur lequel ils opèrent. Est-ce que la démarche d'un chef d'entreprise, quand il répond à un appel d'offres d'une collectivité, d'un syndicat mixte, n'importe quelle institution, organisation parapublique, est-ce que ils y allaient déjà à cette époque avec la préoccupation d'apporter à leur échelle, parce que tu l'as évoqué aussi, c'est très important, de contribuer ou d'avoir un impact à son échelle, et donc de contribuer par la livraison de leur mission ou de service à l'activité d'une organisation qui participe ou qui contribue ou qui livre un service public, donc, et qui participe et contribue à l'intérêt général. Et donc, ils se disent, in fine, OK, moi aussi, je suis un contributeur actif de la livraison de ce service public et de cet intérêt général, et de s'approprier au fur et à mesure cette dimension-là. Est-ce que ça se fait comme ça? Alors, généralement,
Pas au départ. C'est-à-dire que généralement, au départ, ils On veut du répondent, pognon, quand même. voilà, ils répondent à un appel d'offres et ils se disent, tiens, c'est un beau contrat, un beau marché, etc. Et ça peut être intéressant. Après, il faut La voir. dimension économique. Évidemment, elle est forte, elle est importante. Après, ça dépend de son activité. Tu as des activités économiques privées qui fonctionnent beaucoup avec le secteur public. Je pense à certains travaux publics, par exemple. C'est même dans leur nom. Donc là, c'est un peu différent. Souvent, après, c'est dans l'exécution du marché où ils vont se retrouver à opérer dans la sphère, y compris publique. Et là, ils vont parfois se rendre compte que ah oui, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même environnement pour exécuter les services ou mettre en place les produits que ce qu'on peut faire dans la sphère privée. Et ils peuvent se rendre compte à ce moment-là que c'est pas tout à fait la même approche. Et c'est souvent très intéressant justement de partager ça avec eux. Nous, quand on les aide à comprendre ces éléments-là ou à répondre, c'est vous allez être un prestataire du service public, donc c'est pas tout à fait la même approche de votre métier. Et généralement, quand des acteurs privés démontrent qu'ils ont compris qu'ils étaient des acteurs qui va délivrer indirectement, contribuer au délivrance d'un service public, généralement, ils sont meilleurs, en fait, dans les appels d'offres. Ouais. Donc, ça signifie que, pas simplement ici les dirigeants d'entreprise, mais évidemment leurs équipes qui vont contribuer à livrer cette mission, vont entrer en relation avec des agents territoriaux, des agents de ces collectivités, départements, régions, communes, intercommunalités, bref, on va pas faire toutes les strates. Toutes les strates, je sais qu'elles sont nombreuses, avec les élus aussi, évidemment, et que de toute façon, quand on a un agent de la fonction publique d'État ou territoriale, on le fait pour une bonne raison. Et donc on concourt à une mission de service public. Et c'est ici que la rencontre se fait, au final. Donc c'est ce que je comprends. Oui. Et qui vont se dire, bon, j'ai une mission à rendre, j'ai été choisi, il va falloir en fait que j'apprenne de nouveaux codes. Il va falloir que j'apprenne peut-être aussi une nouvelle façon de faire et de nouvelles préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, ces préoccupations, d'ailleurs, sont inscrites dans les offres de marché public. Donc, et pour le BTP, c'est assez important. Quelle est la suite dans l'expérience de ces entreprises, une fois qu'elles sont un peu sensibilisées à ça? Est-ce qu'elles font des ambassadeurs? Est-ce qu'elles essaient de se transformer de l'intérieur? Est-ce que, par la force des choses, ça les change et ça change leur manière aussi de livrer, encore une fois, leurs clients privés? Avant de répondre à ta question, par rapport à ce que tu dis, je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, les entreprises se rendent compte d'un certain nombre de choses quand elles opèrent en répondant à des marchés publics, mais les acteurs territoriaux ou du service public se rendent compte aussi parfois des contraintes des entreprises. Et je trouve qu'elles ont aussi beaucoup à... Enfin, c'est dans l'échange de pratiques des deux côtés que germent souvent des trucs super intéressants. Parce que parfois, les acteurs publics n'ont pas tout à fait conscience des contraintes économiques des entreprises, du fait que elles vont avoir réservé, je sais pas, des ressources, du temps, et puis que si tu diffères, en fait, sur un modèle économique d'une entreprise, ça va extrêmement peser. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'apprentissage, et je trouve que la richesse, elle vient vraiment dans l'échange et dans les deux, et dans l'interconnaissance des contraintes et des enjeux des deux. Ça, c'est hyper puissant aussi, moi, quand je vois des agents publics se dire, ah purée, j'avais pas réalisé qu'en fait la boîte elle avait telle contrainte en fait économique et que voilà, j'avais pas perçu ça. Et je trouve ça intéressant quand ça marche dans les deux sens. On avait d'ailleurs fait à l'agence un programme qui s'appelait les rendez-vous en territoire de demain, où en fait on mixait dans des promos de formation, on mixait des acteurs publics et des acteurs privés pour qu'ils puissent partager autour de ces sujets. Et c'était souvent très riche parce que c'était justement croisé et conjoint. Après, en effet,
Mon rêve, ce serait que, si tu veux, que les boîtes qui opèrent et ont répondu à des marchés publics et ont eu des questions aussi des acteurs publics sur leur démarche responsable et creusent un peu au-delà du produit ou service qu'ils achètent, que ça allume une petite flamme et qu'ils se disent bah, tiens, je peux peut-être aller un peu plus loin dans l'intérêt général. Euh, je pense que ça existe et évidemment que c'est certainement le cas, mais ce serait un peu, comment je vais dire, un peu exagéré, je pense, de dire bah oui, une fois que tu as répondu à un marché public, c'est bon, tu t'es convaincu de l'intérêt général et tu vas plus loin. Non, pas forcément, mais c'est des petites graines, c'est plein de petits éléments qui, au fur et à mesure, amènent ces éléments-là. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi pour les entreprises, pour le coup, certaines me disent non, moi, service public, j'ai pas du tout envie de répondre, c'est contraignant, il y a beaucoup d'éléments administratifs, etc. Pour le coup, dans une logique de résilience et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier en termes de modèle économique, je trouve ça toujours intéressant pour un acteur aussi privé, s'interroger, tiens, sur mes marchés, est-ce que j'aurais pas intérêt aussi, non pas que par conviction de servir l'intérêt général, mais aussi par simplement robustesse de mon modèle économique, d'aller chercher des éléments autour de la réponse à appel d'offres, par exemple. C'est très drôle ce que tu dis là, et à la fois très intéressant, parce que donc j'en parle souvent à ce podcast, parce que c'était ma précédente expérience au département des Côtes-d'Armor, et c'est vrai que moi j'ai travaillé pour une agence affiliée des Nations Unies dans les politiques publiques internationales, puis ensuite j'ai été chef de cabinet d'un président de département, député européen, sénateur des Côtes-d'Armor. Donc évidemment, en fait, le sujet du service public, de l'intérêt général, du bien commun, quelque chose de très important pour moi et qui m'anime et qui me guide. Néanmoins, c'est pas pour autant que lorsque j'ai créé ma boîte, je me suis précipité vers les marchés publics. Probablement parce que je connaissais, entre guillemets, un peu aussi l'envers du décor. Que quand on est jeune, on a besoin quand même d'un background, on a besoin d'expérience, on a besoin de rassurer les collectivités. On sait aussi que c'est à côté compétition aussi entre les entreprises qui vont à la fois devoir être compétitives tout en intégrant ces problématiques de durabilité, de responsabilité sociale, environnementale. C'est aussi la bataille du prix, quelque chose de très important. Et c'est aussi la bataille du temps. Donc, quand on doit allouer beaucoup de temps à un faible prix, en plus de rajouter ces contraintes supplémentaires, à la fin, lorsqu'on regarde l'intérêt de répondre à un marché public, il y en a plein, tu l'as évoqué. Il y a aussi beaucoup de contraintes. Il y a aussi beaucoup de contraintes, raison pour laquelle j'ai répondu en fait seulement à 2 appels d'offres. Oui. Le premier, j'étais très content parce que j'avais fini à une honorable 3e place sur 6 sur un marché important. Et le deuxième, je l'ai déposé 2 minutes plus tard. Ah oui, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et donc, voilà. Comment donc les chefs d'entreprise, malgré tout, peuvent, auprès de ces collectivités et pour les marchés publics, changer un peu cette mentalité comme la mienne, en disant non, mais les marchés publics, pour le coup, c'est trop important, même si je sais par ailleurs en fait que ça peut être des opportunités intéressantes. Je sais en fait que je contribue au développement de mon territoire, mais ça me fait quand même un petit peu chier, quoi. Ouais. Je comprends. Déjà, ne serait-ce que de rappeler, je sers au développement de mon territoire. Je pense que c'est important en fait de rappeler ça, le sens, parce que voilà, répondre à un marché public, c'est aussi ça. Et je pense que c'est pas suffisamment vu, pas suffisamment perçu. Et je pense que c'est important quand même de le rappeler. Et puis après, tout entrepreneur fait des arbitrages en fait entre les ressources dont il dispose à l'instant T et des arbitrages entre le commerce, la production et où est-ce que tu mets, où tu alloues ton temps en fait et tes ressources. Et c'est quand même
propre d'un entrepreneur, c'est de faire ces choix-là. Et donc, il n'y a pas une bonne réponse. Et ça dépend aussi des moments, de la temporalité de l'entreprise et de ce choix d'allocation de ressources. Donc, je comprends très bien quand on débute une activité, qu'on n'a pas forcément toutes les références, qu'on n'a pas, et ben on se dit, ok, quelle est ma chance de réussite versus le temps que j'ai à y consacrer, et qu'on fasse un arbitrage différent. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que ce choix-là, je pense qu'il est à re-questionner. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné dans la vie de l'entreprise, on s'est dit non, pas forcément, que c'est définitif pour toutes les années, etc. Et je trouve que c'est une voie d'entrée vers l'utilité qui est un peu négligée, la question de la réponse au marché public, et qui est pourtant hyper intéressante pour les boîtes, quoi. Là, moi, j'ai 2 remarques à faire. La première concerne l'agence Déclic. C'est que quand vous vous adressez à des clients, notamment privés, qui sont au stade 0 justement de ces démarches-là, je pense que cette question d'allocation du temps, donc du temps qu'ils vont devoir passer, et beaucoup de temps qu'ils vont devoir passer et allouer, est évidemment probablement l'une des premières contraintes, en fait. Carrément. Ou l'une des premières objections. Donc, comment vous levez ces objections? Qu'est-ce que vous dites à vos prospects ou à ces entreprises que vous avez envie de séduire? J'ai envie de dire, pas tant pour vous développer économiquement, parce que vous le faites déjà, mais pour faire en sorte que vous disséminez un petit peu cette philosophie et cette mission que tu nous as présentée dans le temps 1 de l'agence Déclic, et tu pourras continuer justement sur l'évolution de toutes les questions liées à cette politique RSE, raison d'être, société à mission, et on va parler de tout ça. Et la seconde remarque, c'est que donc il y a à peu près une vingtaine d'années a émergé les MDGs, donc les objectifs du millénaire pour le développement, le Global Compact aussi. Donc ce sont des programmes internationaux qui lient donc les organisations multilatérales, les Nations Unies avec les entreprises, et où certaines des plus grandes entreprises du pays, 440, que ce soit ODF, Onet ou peu importe, qui étaient signataires de Global Compact, demandaient à leurs propres prestataires de respecter les termes du Global Compact et des objectifs du millénaire pour le développement, et donc tenter dans une première approche, je ne sais pas si à cette époque-là d'ailleurs on appelait ça la RSE, probablement que si, je ne sais pas. Non, à peine. À peine, hein. Mais déjà à cette époque-là, assigner à leurs prestataires qu'ils respectent aussi évidemment ces critères de responsabilité. Donc ça irrigue. C'est ce que tu évoquais là, la coopération. Et là on est parti en fait d'un stade extrêmement haut, les Nations Unies. Tu vois. Et donc là on évoque les collectivités, c'est-à-dire à l'échelle quasi micro. Tu vois. Donc, l'agence Déclic, comment elle fait pour convaincre un peu les récalcitrants ou ceux qui se disent je n'aurai pas le temps pour travailler sur ces sujets, et puis de la manière dont on peut irriguer justement nos écosystèmes pour que ça diffuse et que l'on puisse à un moment donné atteindre une sorte de taux de pénétration de la RSE proche de 100%. Ok. Comment on les convainc? En fait, une entreprise, c'est quelle valeur elle apporte, en fait. Si tu veux avoir des clients, c'est qu'est-ce que tu apportes, quel caillou dans la chaussure t'enlèves, ou quoi. Tu le disais, elles n'ont pas forcément le temps, etc. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est un accompagnement pour leur faire à la fois gagner du temps et leur éviter de partir sur des chemins. On essaie de les mettre sur les rails, en fait, et de les accompagner pour justement qu'elles ne consomment pas trop de ressources inutilement, en fait. Alors, forcément, c'est pas un chemin. On affecte des bonnes ressources. Ouais. Exactement, et on design les choses pour que elles gagnent en efficience. Donc, ça veut pas dire que elles vont pas avoir un chemin et que ça va être un des éléments linéaires directs. Il va forcément y avoir des allers-retours, du travail à fournir, y compris par elles, des essais, erreurs, etc. Mais nous, ce qu'on leur apporte, c'est un cadre qui leur permet d'être à peu près sûr de partir dans la bonne direction, d'être fidèles à qui elles sont et à leur manière d'être, et pas venir copier-coller des choses toutes faites.
Et donc, c'est ça qu'on leur offre. Et donc, ça a un écho vis-à-vis d'elles parce qu'elles sentent qu'elles doivent avancer sur ces sujets développement durable au sens large. Mais comme je disais, c'est large, c'est complexe, elles n'ont pas forcément les ressources. Donc, nous, on est là pour les guider, les accompagner, leur faire gagner du temps et surtout leur faire gagner de l'efficience, c'est-à-dire une bonne allocation ressources, résultats obtenus. Donc, c'est ça notre principale valeur ajoutée, au-delà du fait qu'on soit hyper sympa et que ce soit hyper agréable de bosser avec nous. Je Mais, confirme. mais en tout cas, je dis ça, c'est la boutade, mais ça compte quand même, hein, parce que Ouais. c'est pas que des méthodes, et c'est pas que des techniques, c'est aussi le chemin qu'on va faire ensemble. Et donc voilà, et sur ce chemin-là, il faut que ce soit agréable, plaisant, qu'on passe des bons moments, parce que les sujets à traiter et à progresser, ils sont quand même pas forcément évidents. Ouais. Et donc c'est super important de créer du lien humain, et de se dire, ok, on fait équipe, on va avancer ensemble pas à pas et on va progresser. Donc c'est ça qu'on propose en fait à nos clients sur tous ces sujets, et qui généralement leur plaît bien, et c'est pourquoi ils travaillent avec nous. Donc ça, c'était la première question. Ouais. Et je suis désolée, j'ai un peu perdu la deuxième. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, je t'ai parlé en fait du Global Compact et de Ouais. la manière dont on irrigue les écosystèmes. Ah oui, comment on irrigue et comment... ouais. Ouais. Alors, on a pas mal parlé des achats, et pour moi, c'est un bon moyen d'irriguer parce qu'en fait, tu touches à la chaîne de valeur, et tu parlais aussi du Global Compact et du fait d'aller demander à ses fournisseurs. En fait, c'est une notion de chaîne de valeur qui a d'ailleurs été pas mal reprise, là, enfin, en tout cas, un peu consacrée avec la CSRD récemment. C'est un truc qui est quand même assez puissant. Qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui se passe en aval? On est tous liés, et généralement, on est liés contractuellement. Donc, ce lien, il se matérialise, y compris en droit. Donc, on comprend bien cette chaîne de liens, et donc d'essaimage qui peut y avoir. Donc ça, c'est un modèle un peu, j'ai envie de dire, un peu évident. Encore une fois, le Covid, avec les ruptures de chaînes d'appro et les grosses ruptures dans les chaînes de valeur, nous ont fait reprendre le lien de l'importance de cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, qui est un des sujets clés aussi du développement durable, c'est la notion de partie prenante. C'est-à-dire que c'est comment tu t'intéresses aux individus, aux organisations qui ont un lien, pas forcément contractuel, même souvent pas contractuel, avec ton organisation et avec ce que tu fais. Donc ça peut être des assos, des universités, des riverains. Et comment en fait tu rentres en contact avec ces organisations ou ces personnes pour apprendre à les connaître, que eux apprennent à te connaître, et rentrer comme ça dans un échange, un dialogue, un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le public-privé. Et ça, c'est assez puissant en fait pour s'adapter à son environnement en tant qu'organisation, pour mieux le comprendre, mieux comprendre son territoire, et puis développer des nouveaux projets aussi, tout simplement. Ouais. Plein de projets d'innovation naissent de cette capacité à être connecté avec des parties prenantes avec qui tu n'as pas forcément un lien évident au départ, contractuel ou autre, mais pour autant, c'est là que tu vas aussi aller chercher des sources d'innovation, des sources de travaux communs, et d'intérêt en fait. Donc voilà, avec la chaîne de valeur, et puis le regard sur les parties prenantes qui se structurent, qui s'organisent aussi, c'est pas, voilà, ça se décrète pas. Là, tu es dans une disposition souvent assez puissante pour essaimer, et puis pour toi-même te nourrir de nouvelles idées et de d'innovation demain, quoi. Ouais. Il y a deux choses que tu as évoquées et qui sont très intéressantes. C'est évidemment la CSRD et ce terme de partie prenante. Ouais. Cela signifie que les parties prenantes, d'une part, pour ce qu'elles sont en termes de catégories, prestataires, fournisseurs, collaborateurs, médias et compagnie, sont autant de points d'entrée ou de points de friction ou de points de motivation qui vont emmener l'organisation et les entreprises à changer. Je pense évidemment aux collaborateurs. Est-ce que toi, déjà, en fait, tu vois parmi ces parties prenantes la source principale, et d'ailleurs le dirigeant d'entreprise est aussi une de ces parties prenantes, est-ce que tu vois en fait parmi ces parties prenantes la source principale
désireuses, demandeuses de modification, de transformation? Alors, oui, oui, mais pas toujours, pas systématiquement. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas en interne, comment dire, si tes collaborateurs sont pas une partie prenante clé avec un dialogue constructif et si c'est pas la force vive de ton organisation, tout le reste est infiniment compliqué et l'intégration de tous les autres sujets est très compliquée. Je prends un exemple. Moi, dans mon métier, je vais aider les entreprises à prioriser leurs sujets, leurs enjeux. Et parfois, ils priorisent des sujets environnementaux ou des sujets de territoire, etc. Mais on voit qu'on intervient dans un climat social pas forcément top. Et c'est pas priorisé comme étant le sujet clé, le climat social en interne. Moi, mon rôle de conseil, c'est de dire vous ne pourrez pas adresser les autres sujets tant que celui-ci ne sera pas voilà, aligné et traité. Donc, parce que sinon, c'est des exemples? C'est impossible. Bah, tu peux avoir des secteurs d'activité divers, ça peut arriver dans n'importe quelle boîte en fait, où tu vois, tu vas avoir un climat social qui est pas top, avec un certain désengagement des collaborateurs, une perte de sens, voilà, et ça arrive à plein de boîtes par période. Et en fait, c'est très compliqué d'aller sur d'autres sujets tant que celui-ci n'est pas traité. Donc c'est un peu, pour moi, il remonte de manière presque automatique dans la priorité des priorités quand on peut constater ça dans une entreprise, que tout le reste devient extrêmement compliqué. Ouais. Le second point que j'avais évoqué, c'était celui de la CSRD aussi, mais qui est en lien avec ma question précédente, parce que parmi les parties prenantes, il y a aussi le législateur, tu vois, qu'il soit étatique ou communautaire. Donc l'Europe vient et parle de CSRD. Je te laisserai rentrer un peu plus dans le détail, mais qui, en tout cas, demande aux plus grandes entreprises un reporting sur leurs engagements et sur ce qu'ils font réellement. Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est un bon résumé. Donc, on a, en tant que partie prenante, l'Union européenne, puis après ses États membres, qui essaient de pousser plus ou moins fort à ces transformations, à ces considérations prises au sein des entreprises pour essayer de contribuer activement à la résolution d'un certain nombre de problématiques sociales, environnementales, économiques. Évidemment, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans des économies ralenties. Et moi, je rajouterais un quatrième item qui est tout aussi important, c'est évidemment les problématiques démocratiques. Parce que l'instabilité dans laquelle on est crée de l'instabilité économique. Les entreprises n'aiment pas cette instabilité. Ils aiment un peu ce qui est stable et prévisible. Bon. Tu as évoqué aussi en fait ce sujet du sens qui est éminemment important. On l'a évoqué un petit peu au début, quand on s'interroge en fait sur ses propres priorités. Je pense que on allouera toujours plus de temps en fait à sa vie personnelle, à son épanouissement personnel, plutôt qu'à son entreprise, à son travail ou à ses études, si on n'y trouve pas de sens. Donc c'est une forme de désengagement terrible. Et ce questionnement en fait du travail doit amener les entreprises à changer. Donc ça, c'est pour la partie prenante, on va dire, interne. Et puis après, il y a aussi les collectivités. Donc c'est vrai, tu as parlé des achats. Alors ces achats sont soit publics avec des collectivités ou l'État, soit privés avec des partenaires. Et là aussi, en fait, on peut y mettre un certain nombre de conditionnements à la réalisation, en tout cas au choix d'un prestataire. Donc il va falloir aligner tout ça. Alors, en règle générale, quand c'est réglementaire, on n'a pas le choix, il faut le faire. Bon, donc déjà ça vient un peu tardivement, mais c'est peut-être l'une des priorités numéro une, sinon on s'est tapé sur les doigts. Ce que tu dis, c'est que là, sur l'alignement du
des collaborateurs sur la raison d'être d'une entreprise est probablement ce qui vient en premier lieu. Comment vous, avec vos clients, vous travaillez justement à faire en sorte que tous les collaborateurs partagent la même mission? C'est une question qu'on se pose très régulièrement, comment s'améliorer sur ce volet-là, comment embarquer plus largement. Globalement, nous, dans les méthodologies qu'on utilise, c'est des méthodologies collectives et participatives. Quand on accompagne une structure, ça se fait forcément à travers... On n'est pas les experts qui arrivent, hop, on vous dit qui que quoi, ce qu'il faut que vous fassiez avec très peu de personnes. Quand c'est possible, parfois c'est compliqué en fonction de la taille de l'entreprise ou des ressources qu'elle a allouées. Mais globalement, les méthodologies qu'on propose, c'est des méthodologies collectives. On va co-construire, alors pas forcément avec tous les collaborateurs, ça dépend encore de la taille de l'entreprise, mais quoi que ça nous arrive. Mais en tout cas, avec une représentativité et avec du collectif. C'est souvent pour ça que les entreprises nous retiennent, pour notre capacité à embarquer et à faire avec les gens. Et c'est aussi pour ça parfois qu'on n'est pas retenu. Et on parlait de la CSRD avec une vision réglementaire, normative. Les entreprises qui ont pris l'exercice d'un point de vue pure conformité et pas d'un point de vue transformatif, souvent, ils ne nous ont pas forcément retenus comme cabinet pour les accompagner parce que nous, les méthodes qu'on emploie, c'est plus... on met la finalité du sens et du comment on va le faire au même niveau que le résultat final, en fait. Parce que la dimension transformative, elle se joue autant dans la manière dont on va le conduire avec les équipes que dans le livrable qu'on va avoir, quoi. C'est un peu bateau, mais c'est le chemin compte autant, en fait, que l'arrivée. Mais ça, on y croit profondément. Et sur la raison d'être et le sens que tu évoquais, c'est pareil, quand on accompagne les structures à poser un peu leur raison d'être ou à accoucher de leur raison d'être, enfin la maïeutique. En fait, pour nous, c'est autant le chemin qui va amener à définir cette raison d'être que la raison d'être en elle-même, en fait. Ce qui est hyper riche, c'est les discussions et le collectif qu'il y a autour pour accoucher de cette raison d'être. Et c'est là où tu recrées du sens, en fait, beaucoup. C'est dans la manière dont ça se fait, plus que dans le résultat final. Voilà. Ouais. Vaut mieux quelque chose de moins parfait, mais fait collectivement, où tu vas avoir fait avancer un groupe, plutôt qu'un truc parfait qui coche toutes les cases, mais où il y a deux personnes qui vont comprendre ou qui vont être OK avec ce qui va être fait, quoi. Est-ce que tu peux donner une définition, justement, de ce qu'est une raison d'être, d'une part, et d'autre part, en fait, d'expliquer quels sont les bénéfices pour une organisation de se doter d'une raison d'être? Oui. La raison d'être, c'est en gros pourquoi collectivement on va se lever le matin, parce que le travail, on parlait de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. dans nos vies. Le travail, on y passe quand même beaucoup de temps. C'est notre première action et notre première contribution à la société, c'est le travail qu'on va avoir, qu'on va exercer. Et donc, reposer, en gros, pourquoi collectivement on se lève le matin, quelle est la raison d'être de l'organisation, au-delà de faire du profit, avoir des clients, c'est pas une raison d'être, ça c'est une raison d'exister peut-être, d'avoir un marché ou de répondre à un besoin. Mais la raison d'être, c'est vraiment de définir la singularité qui fait que c'est utile que cette entreprise existe. Et en fait, reposer ça collectivement et faire l'exercice de le formaliser, ça permet de le partager, ça permet parfois de lever quelques doutes ou quelques malentendus, y compris dans du top management, où nous on échange parfois entre des dirigeants associés, un top management qui n'est pas forcément associé, etc. Et en fait, poser cette raison d'être, la formuler, ça permet d'être bien clair vis-à-vis de tout le monde. Donc ça, c'est assez puissant. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est la déclinaison. C'est pour ça que moi, j'aime bien le modèle de société à mission, c'est-à-dire qu'une raison d'être toute seule, ça peut être suffisant et ça dépend encore où en est chaque boîte, mais c'est intéressant derrière de la décliner en engagement ou en objectif, où on essaye de les faire descendre un peu plus dans le concret.
dans des engagements et des objectifs. Et ça, c'est assez puissant comme cadre collectif. C'est OK, c'est notre terrain de jeu collectif, celui qu'on s'est donné, et c'est celui qui va nous permettre de nous dire est-ce qu'on est toujours aligné, est-ce que les décisions qu'on prend, elles vont bien dans ce sens-là ou pas. Et donc, ça crée du commun, en fait, tout simplement, et quelque chose en partage autour de l'entreprise. Et donc, ça permet de remettre un peu de sens, tout simplement, et d'expliquer les décisions qui vont être prises, quoi. Et puis, ça peut aussi, parfois, permettre de challenger les dirigeants et d'amener des formes de contre-pouvoir dans les organisations sur « mais attends, cette décision, elle ne me paraît pas tout à fait alignée ». Et ça peut être très sain aussi dans les organisations d'avoir cette corde de rappel là, autour de la raison d'être. Et même au plus haut niveau de l'entreprise. Complètement. En réalité. Complètement. Moi, ça me... Le truc, en fait, que je trouve à la fois très difficile, passionnant, hyper intéressant, parfois même frustrant, c'est de se dire que... et tu as fait la distinction entre la raison d'exister et la raison d'être. On peut exister pour répondre à un besoin. Mais de quelle manière allons-nous répondre à ce besoin? On va revenir un peu dans le secteur public. Un sujet en fait que je connais un peu, celui de l'hôpital public. L'hôpital public livre un service public éminemment important, qui est donc cette raison d'exister, soigner les gens. Qui soigne les gens? Les médecins. On a une organisation bicéphale au sein de nos hôpitaux, avec des administratifs qui, d'une part, gèrent l'admin, et d'autre part, les soignants qui gèrent les soignés. Sauf qu'on sait l'état dans lequel l'hôpital est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter le prochain épisode de Nouveau Récit, le 14 ou le 15 juillet, avec le professeur Gauvrit, président de la CME du CHU de Rennes. On va quitter un peu le monde de l'entreprise pour aller nous intéresser justement à cette question-là. Mais on voit aujourd'hui la difficulté des soignants à soigner, encore une fois, à bien soigner aussi, parce qu'il existe une organisation de ce service public défaillante. La question que je me pose, dans les conditions des comptes publics actuels, c'est est-ce que à budget constant, même si en réalité il faut plutôt chuter, mais à budget constant, si par exemple ici on a un hôpital public qui se réinterroge sur sa manière de livrer sa mission, dans quelle mesure il est possible d'améliorer les conditions des soignants? Et on extrapole dans le monde, dans l'entreprise, dans quelle mesure on aide les collaborateurs à véritablement livrer leurs produits ou leurs services. Ouais. Tu vois? Je vois très bien. Par rapport à ça, et pour revenir, faire le lien avec la raison d'être et le monde de l'entreprise, et j'aime bien ton analogie avec le secteur public. En fait, c'est l'utilité et la responsabilité. C'est-à-dire, l'utilité, c'est à quoi tu sers. Et c'est vrai que quand tu es un service public, alors a fortiori l'hôpital, l'utilité est très forte. Mais nous, voilà, on accompagne des structures où l'utilité, parfois, n'est pas si évidente que ça pour la société. Et puis, parfois, elle est très évidente en fonction de l'activité. Donc ça, c'est l'utilité qui peut amener à poser les questions de raison d'être et repartager le sens. Et puis après, il y a la responsabilité. La crise sanitaire a été terrible, justement, pour questionner tout ça. Ça a été oui, j'y faisais référence tout à l'heure sur les prises de conscience. Oui, en fait, est remonté plein de sujets de manière limpide et claire. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Alors, il y avait du débat par rapport à ça, mais c'était un momentum, un moment de vérité assez puissant collectivement quand même.
Donc la raison d'être, c'est un des outils pour travailler, mais finalement, c'est quoi notre utilité? On sert à quoi? En quoi notre action, elle est transformative de manière positive sur le monde, en fait? Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, tu parlais du comment, qui est tout aussi important, où là, tu vas aller chercher, en tout cas, nous, dans la manière dont on travaille, des éléments autour de la RSE, du développement durable, où tu vas venir croiser, dans le comment, il y a l'articulation du social, les conditions de travail, la formation, l'organisation du travail, le dialogue social, mais y compris le management, la subsidiarité, l'autonomie laissée aux équipes, etc., qui est un vrai champ de travail, notamment à l'hôpital. La question économique, c'est-à-dire comment tu as un modèle qui est pérenne économiquement. Et puis, la question environnementale, c'est-à-dire comment la manière dont tu fais ton activité, en gros, respecte les limites planétaires et vient pas, en fait, contribuer à un emballement climatique, par exemple, ou des pollutions ou autres. Donc là, c'est la question de la RSE, dans le comment on met en place des choses. Et la raison d'être, c'est la question de l'utilité. Et pour moi, il faut vraiment avoir ces deux jambes-là. Il n'y a pas que moi qui le dis, tous ceux qui réfléchissent, travaillent sur ces sujets, voient qu'une organisation, qu'elle soit publique, privée, pour être performante, efficiente, a besoin de ces deux jambes, en fait, d'être hyper clair sur le sens et d'être hyper clair sur sa responsabilité et comment elle opère. Et là, la RSE est un outil hyper puissant pour aider à travailler le comment, en fait. Mais c'est un gros boulot, c'est sans fin. Et ça doit être remis sur l'ouvrage en permanence. Mais généralement, voilà, quand tu as les deux, tu commences à être un tout petit peu plus clairvoyant sur qu'est-ce qu'il faut que tu développes pour améliorer la situation. Ça ne veut pas dire réussir. On n'a pas de baguette magique. Mais disons que moi, je trouve que c'est des outils assez puissants et assez adaptés au monde dans lequel on vit aujourd'hui et à sa complexité des enjeux. C'est passionnant. On est d'accord que d'un côté, l'entreprise travaille à sa raison d'être et que sa raison d'être commande à ses stratégies, notamment RSE. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on prend les choses. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on prend les choses, ouais. Et que, donc, RSE, responsabilité sociale, c'est marrant parce que sociale de l'entreprise ou sociale et environnementale. Ouais, le vrai terme, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Sociétale des entreprises. Ouais. Et dans sociétal, on englobe pas mal de sujets. Et, mais si on prend le S pour social et le E pour environnement, qui est finalement aussi... il y a ces trois pieds, encore une fois, économie, sociale et environnementale. Il faut que tout cela soit travaillé de manière concomitante, qu'il n'y ait pas de pilier faible, qu'on mise tout sur l'économie en oubliant le social, ou que l'on mise tout évidemment sur aussi le climat en oubliant ses collaborateurs et ses parties prenantes. Bon. Il y a quelques années, on revient aussi sur l'aspect réglementaire, l'adoption de la loi Pacte, qui a institué, alors c'est pas un nouveau statut juridique, en fait une mention supplémentaire d'un statut juridique préexistant, SARL, SAS et compagnie. Une qualité. Une qualité, exactement, pour se désigner de manière tout à fait volontaire et autonome comme société à mission. Donc, dans ces statuts, on va y intégrer sa raison d'être et on va créer un comité de mission pour simplifier. C'est tout à fait volontaire. Mais ça, tu vas nous expliquer ce que cela implique. Mais ça oblige, d'une certaine manière, l'entreprise, même s'il n'y a pas de contrôle sur le sujet, à la création d'un comité de mission et au respect d'objectifs statutaires. Okay. Bon. Mais est-ce qu'en réalité, toutes les entreprises aujourd'hui ne devraient-elles pas répondre à sa création, à sa raison d'être? C'est-à-dire que on sait pourquoi on existe, encore une fois, c'est l'objet de la société. Mais on sait aussi pourquoi on le fait, la raison d'être. Et donc, la loi Pacte ne devrait-elle pas concerner tout le monde? Et on se lance et on s'interroge. Et puis, si on ne sait pas trop pourquoi on le fait, on ne le fait pas.
Ouais. Un peu radical, mais... Non, mais c'est très intéressant. Pour répondre à ta question, raison d'être plus engagement socio-environnementaux. C'est ça dans la loi Pacte pour devenir société à mission. Donc, poser ça. Les contraintes, c'est que les engagements doivent être en lien avec des sujets sociaux et environnementaux. Ta raison d'être, c'est toi qui l'as définie, tes engagements aussi. Par contre, on doit percevoir cette dimension sociale et environnementale. En effet, création d'un comité de mission si l'entreprise a plus de 50 salariés, donc un organe de gouvernance qui va venir vérifier, entre guillemets, l'alignement des décisions par rapport à ça et qui va... Le comité de mission Oui. Dépend du nombre de salariés de l'entreprise? Oui, exactement. Okay. Sinon, il peut y avoir qu'un référent de mission pour les plus petites entreprises. Généralement, ce comité de mission, alors il faut qu'il y ait au moins un salarié présent. Et souvent, on va y intégrer des parties prenantes, expertes et ou externes. Donc là, on refait le lien avec les parties prenantes et cette logique collective et d'ouverture. Donc c'est souvent très riche. Et puis, il y a quand même un élément de contrôle qui est l'organisme tiers indépendant. C'est-à-dire que tu vas devoir auditer ta démarche par un organisme externe qui va venir vérifier que tu fais bien les choses comme elles sont prévues de l'être. Donc il y a quand même cette notion de vérification, même si en effet tout est volontaire. Alors après, pour répondre à ta question, est-ce que en gros toutes les entreprises ne devraient pas être sociétés à mission, et puis si elles n'arrivent pas à définir une raison d'être d'utilité, faut peut-être qu'elles se posent des questions de fond. Je pense que l'exercice, il est hyper puissant, hyper intéressant pour tout type de structure. Après, la question de l'utilité, elle peut être un peu relative. C'est-à-dire qu'on parlait du débat sur le Covid. Qu'est-ce qui est essentiel ? Je ne sais pas si tu te souviens, les librairies, elles ont été fermées pendant le Covid. Pour certains, c'était d'une utilité et c'était quelque chose d'éminemment essentiel. Et puis pour d'autres, non, ça avait vocation à fermer. Donc cette notion d'utilité, tu peux y amener presque parfois des éléments presque moraux aussi derrière. Donc c'est pas simple de se dire ça c'est utile, ça c'est inutile. Et c'est le même débat qu'on peut avoir avec les questions que moi j'observe beaucoup sur la question de la croissance et de la décroissance. On peut se dire il y a certainement certaines activités qui ont vocation à décroître. Peut-être il y en a pour qui c'est assez évident parce que les impacts négatifs sont tels versus les impacts positifs, il n'y a peut-être pas tant que ça de débat. Mais dans plein de cas, on est un peu dans une zone grise en fait. Et du coup, qui décide de ce qui est utile, pas utile, essentiel, pas essentiel dans la vie des gens? Et donc, ça peut aller très loin ces réflexions-là. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite et puis je ne me dis pas qu'il faut qu'on classe les activités, même si on a besoin quand même de s'éclaircir les idées collectivement sur qu'est-ce qui est vraiment important, de qu'est-ce qui l'est un peu moins. Pour autant, je pense que c'est hyper intéressant pour n'importe quelle structure de se questionner et de creuser ça et que c'est ce qui va amener des réorientations potentielles en fait. Donc voilà comment moi je vois les choses par rapport à cette vision-là d'utilité notamment, et de est-ce que tout le monde doit être société à mission. J'ai invité ici une personne admirable qui s'appelle Aurélien Doma Richardson. Pareil, c'est toujours ce pas de côté des entreprises, qui est directeur du conservatoire de Caen. Et on s'est interrogé sur nos besoins fondamentaux. Et évidemment, dans quelle mesure la culture est un besoin fondamental. Je crois qu'on n'a pas trop besoin de débattre pour dire que c'est le cas. Parce que s'il faut nourrir le corps, il faut aussi nourrir l'esprit. Donc, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'une activité, pour avoir le droit d'exister, doit être nécessairement utile. Et donc, à quel besoin, au final, ce service ou ce produit va répondre comme besoin. Et ensuite, dans un secteur d'activité entier, comment la concurrence et comment les entreprises sont organisées et respectent un certain nombre de critères RSE pour livrer ce produit et ce service. Donc, à partir de quel moment on les évalue aussi? Et à partir de quel moment on décide, comme on a un Nutri-Score A, B, C, D
eh bien, ceux qui sont en bas du classement doivent se réinterroger sur leur existence. Aujourd'hui, si on a des capitaux propres en fait au rabais, ou si on a des résultats ou une trésorerie inexistante ou qui pose problématique et qu'on a des problèmes économiques, on dépose le bilan. Est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, aussi mettre sur des critères d'existence de ces entreprises ces sujets, encore une fois, environnementaux et sociaux au même titre qu'économiques? Parce qu'on peut très bien faire aussi des millions de chiffres d'affaires, un chaîne qui ne respecte pas... voilà. Ouais, c'est tout le volet extra-financier que tu évoques, et on sait très bien compter les euros. Alors, on a mis des dizaines et des centaines d'années à se mettre d'accord sur comment on va bien compter les flux et comment on va tous compter de la même manière. Et là, il y a tout ce champ nouveau qui s'ouvre de compter l'extra-financier pour pouvoir avoir des formes de comparabilité entre les structures et se dire, on ne peut plus évaluer la performance d'une boîte uniquement sur ses résultats comptables, en fait, parce qu'il y a plein d'externalités positives ou négatives qui doivent être prises en compte. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment... on est au début d'apprendre à compter ça et de se mettre d'accord. La CSRD, notamment, donc la directive européenne de reporting de durabilité, a cette ambition-là, en fait, de poser les premières briques pour que, en complément du rapport de gestion financier, il y a un rapport extra-financier dans lequel on est à la fois des éléments de business model de l'entreprise, c'est-à-dire quelles ressources elle consomme, quelle valeur elle crée, dans quelle finalité, pour être clair sur ce que fait l'entreprise, où sont ses impacts, risques, opportunités, et par rapport à ça, quels sont ces trajectoires, ces actions et ces éléments de mesure, ces KPI de mesure par rapport à ça. On est au début de l'histoire sur l'extra-financier. Ouais. On est au tout début de l'histoire de... On est à l'an zéro, là? Je ne vais pas dire l'an zéro, mais si tu prends que le carbone, on a déjà du mal à bien compter le carbone. Si tu l'élargis à tous les sujets extra-financiers, on est au début de ça. Et en fait, quand j'en discute avec pas mal d'acteurs du développement durable, on sait très bien que rien que sur les aspects comptables, on a mis énormément de temps à figer des normes comptables. L'extra-financier, on va mettre du temps. Aujourd'hui, on est dans des essais, dans des expérimentations, on tente des choses avec des aspects normatifs, avec aussi les labels, avec les scores diverses pour pouvoir essayer de mesurer ça. Mais on est au début de notre capacité à mesurer. Mais c'est sûr que le sens de l'histoire, ça va être que demain, on aura des triples bilans d'entreprise dans lesquels on regardera sa performance économique, ok, donc tact, mais également sa performance environnementale et sa performance sociale et son utilité, le service qu'elle rend à la société. Et on reclassera le CAC 40 de manière certainement différente quand on intégrera ces éléments-là. Ouais. La boîte la plus performante ne sera pas forcément celle... Et ça, notamment les financeurs, ils commencent à regarder ça aussi, à se dire on ne peut pas se baser uniquement sur la performance économique de la structure. Il faut qu'on regarde d'autres aspects. Donc, c'est vraiment un mouvement, je pense, de fond qui est en cours de structuration, mais on a énormément de boulot pour arriver à ça. On a des années de travail pour arriver à ça. Mais voilà, nous, on s'y emploie pour aider les boîtes à le faire, pour l'expérimenter concrètement avec elles, et puis pour progresser petit à petit, quoi. Tu as déjà utilisé ce mot, tu l'as utilisé plusieurs fois, le mot expérimentation. On va en parler pour finir, parce que ça fait déjà presque 1h30 là, qu'on est en train d'échanger, toi et moi. J'ai reçu à ce micro Simon Letourneau, qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Carbo. Je ne sais pas si tu vois. Si, très bien. Donc, oui, il est le référent d'Impact France en Île-de-France, il est très engagé. Et donc, sa boîte travaille à l'évaluation et au calcul du poids carbone des entreprises et aussi des particuliers. Donc, à un moment donné, je pense effectivement que les entreprises, toutes, seront en mesure de calculer leur impact carbone, mais je
je te rejoins effectivement sur ce besoin, cette nécessité, et bientôt cette obligation de produire ces triples bilans. Et donc, expérimentation, c'est de l'innovation, c'est de la recherche, c'est la manière en fait dont on réinvente aussi la manière dont les entreprises livrent et produisent. Est-ce que cette dimension recherche, R&D, vous l'avez? Est-ce que vous avez développé des programmes de recherche au sein de l'agence Déclic? Et est-ce que vous aidez également vos clients à les mettre en place? Est-ce que tu as raison? Il y a tout à faire, donc il y a tout à inventer. Ouais. Alors non, nous, on n'y contribue pas de manière directe, même si on a des liens avec des chaires qui réfléchissent à ces sujets-là, et on va plutôt suivre ces travaux-là avec beaucoup d'intérêt, et voilà. Mais nous, on va être vraiment dans l'application, les mains dans le cambouis avec les entreprises au quotidien. Demain, moi, j'adorerais pouvoir développer des éléments plutôt de recherche et de développement, peut-être avec des confrères, des consoeurs. Voilà. Après, il y a déjà pas mal de choses qui existent et des chercheurs hyper intéressants qui bossent sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est intéressant de croiser avec les opérateurs qui accompagnent les boîtes au quotidien pour pouvoir justement faire atterrir ça. On a à la fois besoin de concepts et de travail de recherche, et on a besoin d'applications pour que l'un nourrisse l'autre et qu'on chemine ensemble. Et la CSRD est un très bon exemple où tu vois, c'est une directive qui est comme globalement plutôt bien construite, qui n'est pas si simple à s'approprier, qui n'est pas très lisible pour les entreprises. Et du coup, la capacité à nourrir des réflexions du terrain, à faire remonter pour être dans des boucles itératives d'amélioration, ça, moi, j'y crois beaucoup. Et c'est ce qu'on essaie de porter collectivement avec des confrères, consoeurs, avec le mouvement Impact France, tu l'as cité, mais aussi avec le collectif We Are Europe, par exemple, pour essayer de créer cette boucle, parce que l'expérimentation, c'est de l'itération, où on va se nourrir à la fois de théorie et en même temps de mise en œuvre pratique pour pouvoir nourrir l'un l'autre, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je crois vachement à ça. Puis voilà, on a choisi, nous on est plutôt côté entreprise que côté académique. Ouais. Mais on peut faire entrer le côté académique au sein de l'entreprise. Oui. On n'a pas nécessairement besoin d'ailleurs en fait de faire de la R&D tech pour répondre à l'innovation sociale. Hein, c'est un sujet extrêmement important. Et je crois également en réalité qu'en faisant de la veille, en réfléchissant, en échangeant en interne, on est en mesure aussi d'apporter des réponses nouvelles. C'est quoi le conseil en fait que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui se présente devant toi et qui dit je sais pas comment faire et j'aimerais entamer une démarche? Le conseil que je lui donnerais? Premier conseil. Fais-toi accompagner, c'est un peu facile là-dessus. Non, mais reste pas seul, en fait, en tout cas. Reste pas seul avec ça. Quand je dis fais-toi accompagner, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être le réseau, le collectif de chefs d'entreprise de ta zone d'activité. Ça peut être un réseau d'entreprises engagées. Ça peut être un cabinet de conseil. En tout cas, décloisonne et reste pas avec ces questions-là. Les dirigeants, ça peut être des gens parfois qui sont assez seuls, isolés, avec des problématiques. Et vu le niveau de complexité, le nombre de sujets à traiter quand on essaie d'avoir cette vision globale, holistique, autour des questions de développement durable, tu as encore plus besoin de partager, de connecter et de ne pas être seul avec ça, en fait, pour pouvoir bien structurer les choses et pas te planter, quoi. Et si tu avais 1 ou 2 livres à conseiller pour s'emparer de ces sujets? Ouais. Moi, j'aime bien le livre d'Yvon Chouinard, qui est un peu j'ai envie de dire, la base. Let's My People Go Surfing, en anglais. Je trouve ça intéressant. Et puis, j'aime bien aussi celui de Pascal Demurger sur l'entreprise du 21e siècle, sera politique ou ne sera pas. Voilà, c'est une bonne entrée en matière, je trouve, pour amener ces réflexions quand
quand tu commences à vouloir aller sur ces sujets-là en tant que dirigeant. Mhm. Et puis après, il y a plein d'outils méthodologiques. Et je pense que c'est important aussi de se confronter à la méthodologie de concrètement comment on le fait pour faire atterrir les éléments peut-être un peu conceptuels dans la vie concrète des boîtes. Et ça, c'est important. Alors là, après, il y a une sacrée déclinaison de livres opérationnels, mais je pense qu'il faut essayer d'avoir les deux. Ouais. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est d'aller voir les questionnaires Bicorp. Je pense que ça donne vraiment une bonne base pour voir quels sont les critères d'évaluation et donc ce sur quoi on peut agir au sein de l'entreprise. Parce qu'au final, le Bicorp, c'est aussi un score. L'objectif, c'est d'améliorer ce score, un petit peu comme un jeu en identifiant là où on est le moins performant, là où on peut s'améliorer. Oui. Après, je pense qu'il y a toute une littérature aussi qui accompagne sur chacun de ces critères. Carrément. Tu as l'impact score aussi du mouvement Impact France qui te permet d'avoir une première approche. Donc, c'est vrai que c'est des entrées en matière qui sont intéressantes. Alors, le questionnaire Bicorp, il est assez costaud. Donc, quand tu débutes, entre guillemets, il est peut-être un peu costaud au départ, mais il a l'avantage, en effet, de pouvoir être accessible. Donc, ça, c'est assez intéressant pour avoir une première approche, carrément. Est-ce qu'il y a des choses... ou une chose en particulier dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé évoquer ici? Non, là comme ça, je pense qu'on a brossé quand même un panel assez large de sujets. Je suis contente qu'on ait beaucoup abordé le lien public-privé, parce que je pense que c'est clé. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier le volet associatif. On en a parlé un peu, mais le tissu associatif, c'est un des acteurs clés et majeurs des questions de développement durable et des questions de territoire. Et je trouve que c'est hyper clé dans la réflexion de n'importe quel acteur de bien intégrer ce tissu économique qui crée énormément de liens sociaux, qui rend énormément de services d'utilité, d'intérêt général. Et voilà, et c'est juste ce petit point-là où la place du monde associatif dans l'intégralité de ce qu'on a dit me paraît vraiment à pas oublier, pas négliger. Le problème là, c'est que tu as remis une pièce pour une trame de conversation. Non, mais parce que tu as tout à fait raison, celui des associations. Tu as eu l'occasion, donc je reprends, ici on est dans un studio qui est basé Plaine de Beau, et on est situé donc dans un nouvel espace de coworking qui s'appelle donc La Passerelle Coworking, fondé par Guillaume Laurence, et qui a un modèle, j'ai pas envie de dire atypique, mais j'espère que ce sera un modèle qui existe déjà en vérité, c'est-à-dire contributif. Ils allouent un certain pourcentage au financement d'associations caritatives. Tu me diras, c'est pas non plus nouveau, tu vois, mais l'intégrer dès le début dans ses statuts, dans le modèle économique, en se disant en fait que c'est pas une charge, mais c'est une contribution sociale. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, il y a un espace bureau du cœur dans cet espace de coworking. C'est pareil, c'est comment je participe et je contribue aussi à l'activité des associations et je viens en aide et je crée de la solidarité et je crée du lien. C'est vrai, les associations font cela. La dimension économique, j'ai eu à ce micro Jean-Marc Potvin, j'ai eu Elsa D'Acosta aussi, la directrice générale d'Ashoka. On a eu des entrepreneurs sociaux ici. On a eu Nolwenn Fèvre aussi. On voit le poids économique, tu as raison, qu'il représente en termes d'emploi, en termes de commandes aussi, en termes de visibilité. Et dans les critères Bicorp, il y a tout un chapitre sur les communautés locales, comment les entreprises contribuent aux activités, à l'émergence, au développement des associations locales. Donc, tu as 100% raison. Et dans dans cette dimension sociale dont les entreprises doivent s'emparer, il y a certes celui de l'emploi, mais pas que. Je partage. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu à mon micro. Merci de ton invitation et de cette discussion. C'est top. Et je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices
pour le prochain live et le prochain épisode, le 1er juillet. Donc, c'est un live toutes les 2 semaines. Et la diffusion et la rediffusion en podcast de notre entretien est pour mardi prochain. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.